Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce deuxième épisode de notre rencontre avec deux piliers de la Comédie Française qui, je l'ai rappelé dans notre précédente rencontre, affichent à eux deux 100 ans de Comédie Française, Aliette Martin et Olivier Giel. Nous avons fait tout notre possible pour présenter les singularités de cette institution de plus de 300 ans, et Dieu sait que de singularités, elle ne manque pas. Lors de notre premier épisode, nous allons peut-être essayer dans ce deuxième épisode de voir un peu plus concrètement comment les choses se passent, comment fonctionne la troupe. Et au fond, je pense que je voudrais à l'un et à l'autre demander si vous avez, pendant vos 50 ans, observé des troupes dont le fonctionnement, dont la personnalité était très différente, et si oui, quelles étaient ces troupes et en quoi étaient-elles différentes les unes des autres? Aliette Martin. Des troupes, c'est l'expression Des troupes successives, je veux dire. Parce oui, c'est ça. Mais en fait, il n'y a pas de troupes successives. Il y a une troupe permanente qui se renouvelle de façon continue. Alors, est-ce que certains renouvellements... Donc, il y a eu des grandes périodes, il y a eu des périodes moins belles, il y a eu des périodes où la Comédie Française avait cessé un peu d'être à la mode. Elle est redevenue très à la mode maintenant. Mais je ne peux pas dire que j'ai vu des troupes successives, dans la mesure où l'administrateur n'est pas un chef de troupe comme le directeur de tel ou tel théâtre qui fait sa troupe quand il arrive. L'administrateur arrive, il y a une troupe qui est là, et petit à petit, il va la faire évoluer, la remodeler, etc. Mais les choses se font de façon beaucoup plus lente et progressive, en fait. Mais est-ce qu'il y a des troupes qui ont eu... Est-ce que la troupe a eu des personnalités successives que vous avez observées et que vous pourriez caractériser? Je dirais de façon peut-être plus générale que les choses ont évolué aussi parce que la Comédie Française étant vraiment le reflet du monde extérieur, elle suit l'évolution de la société et on voit les comportements des comédiens évoluer au fur et à mesure de la même façon. Alors, il y a des choses très, très concrètes. Quand je suis arrivée dans le théâtre, jamais un acteur n'aurait dit ah mais non, cet horaire de répétition ne me convient pas du tout parce qu'il faut que j'aille chercher mon fils à la crèche. Ou un jeune pensionnaire ne serait pas venu me demander mais si ma femme accouche ce soir-là, je suis censée jouer, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, vous jouez. Voilà. Mais voilà, ça c'est des exemples très bêtes et très concrets. Après, l'art des comédiens français, je l'ai vu évoluer aussi au fil du temps. Ce ne sont pas des gardiens de musée. Ils sont très... ils ne peuvent pas être complètement imperméables à ce qui se passe à l'extérieur. Ils le sont d'ailleurs de moins en moins parce qu'ils vont beaucoup à l'extérieur, ce qui se produisait beaucoup moins au début. Avec la multiplication aussi des congés, on accorde beaucoup plus de congés que lorsque je suis entrée. Le théâtre s'ouvre de plus en plus et les acteurs aussi s'ouvrent de plus en plus aux influences extérieures. Ils n'ont pas le droit de jouer sur n'importe quelle autre scène. Il y a très peu de scènes. Non, il faut que ce soit un théâtre national ou un théâtre dont la subvention est en majorité provient en majorité de l'État. Oui, de l'État, pas du département, pas de la municipalité, mais de l'État. Non, un théâtre de la ville, par exemple, ils ne peuvent pas. Oui, mais ils peuvent jouer au théâtre de la colline. Mais au Bouffe du Nord, ils peuvent. Et au Bouffe, voilà. Ils peuvent, absolument. Ça s'est un peu ouvert récemment. Au début, quand j'étais au Français, c'était vraiment uniquement les théâtres nationaux. Oui, l'exclusivité était longue. D'ailleurs, Robert Hirsch disait « on entre à la Comédie Française comme on entre au couvent ». C'était 25 ans. Un sociétaire signait pour 25 ans. Pierre Dux, en modifiant les statuts en 1975, a réduit, comme l'expliquait Aliette,
a réduit les durées des mandats, des contrats à la Comédie Française en 10, 15, 20, 25. Mais quand il signait avant 75, c'était pour une vie. Et il ne pouvait pas en sortir. Et il n'avait même pas le droit d'aller jouer, sauf dérogation. Hirsch a joué dans Le Diable et le bon Dieu, chez Villard. Oui, c'était un théâtre national. C'était un théâtre national, mais il ne pouvait pas jouer dans les autres théâtres nationaux. Ça a commencé avec le partenariat avec Chaillot. Maintenant, ça s'élargit. La notion d'exclusivité est restreinte, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer dans n'importe quel théâtre après demande de congé à l'administrateur général, s'il n'est pas dans l'enceinte des fermiers généraux parisiennes. Voilà. Mais donc, ils peuvent jouer à Antony, à Suresnes, en toute liberté, mais pas dans un théâtre privé parisien. L'enceinte des fermiers généraux, c'est les grands boulevards qu'on se voit. Exactement. Et vous, Olivier, vous avez vu des personnalités de la troupe différentes, faut vous dire, de la troupe revêtir des personnalités très différentes pendant vos 50 ans à vous? Ah oui. Il y a toujours eu des personnalités et il y a eu des époques où il y a eu plus de personnalités. Pour rebondir encore sur ce que disait Aliette, il faut faire la différence entre troupe et compagnie. Chez Ariane Nouchkine, chez Jean-Louis Barrault, ce sont des compagnies. Chez Molière aussi, ce sont des compagnies avec un animateur qui crée sa propre famille. À la Comédie Française, c'est une famille. Le théâtre est une grande famille. C'est une famille permanente avec des générations, des relais entre les générations et des successions et des passages de témoins entre les uns et les autres. Et c'est vrai qu'en 50 ans, j'ai dû connaître 3 générations d'acteurs. Il y a eu une période où on parlait de la grande troupe, c'est la période Pierre Dux, avec des engagements sous des caves ou escandes. Donc antérieur, bien à Pierre Dux, bien évidemment, avec, on peut citer Hirsch, Charon, enfin tous ces acteurs. Et puis après, il y a eu les engagements de Pierre Dux, avec Jean-Luc Boutet, avec Catherine Yegel, avec Ludmilla Michael, enfin des très grands acteurs. Et les enfants de cette ancienne troupe ont prolongé le succès et le talent de cette troupe. Et puis après, il y a eu des creux, des mouvements. Effectivement, les administrateurs peuvent créer des nouveaux arrivants ou des subdivisions dans la première division. Et on a retrouvé récemment, comme le disait aussi Aliette, grâce à Muriel Mayette, qui était un sergent recruteur de premier ordre. Elle a un talent de pythonisse. Elle avait beaucoup de flair. Muriel, beaucoup de flair, moi je l'appelle l'administratrice psychanalyste. Elle avait du flair, parce que même sans forcément les avoir vus jouer, elle savait que cet acteur était important pour la troupe et elle savait diversifier les personnalités de Christian Eck à Serge Bagdasarian, d'Hervé Pierre, à tous ces grands acteurs d'aujourd'hui, à Benjamin Laverne, à Pierre Ninet. Elle a su faire des grands engagements et on a retrouvé la grande troupe que les abonnés de la Comédie Française ou le public de la Comédie Française a connu dans les années 70. Alors on parlera du public dans un moment, mais pour ce qui est des comédiens, est-ce qu'il y a des comédiens ou des actrices que le Français aurait aimé avoir, ou que les administrateurs que vous avez connus auraient beaucoup souhaité avoir, ou que la troupe aurait souhaité intégrer et qui n'ont pas voulu de la Comédie Française?
Oui, le premier d'entre eux, c'est Jacques Weber, par exemple. Pierre Dux voulait engager Jacques Weber, il a toujours refusé. Il a engagé Francis Huster, qui lui aurait voulu être administrateur général. Qui lui aurait voulu être administrateur général sans le vouloir. C'était virtuel, il était déjà dans la virtualité, Francis. Jacques Weber a refusé, il y a quelques acteurs qui ont refusé, mais le plus douloureux... pour nous, Aliette me contredira peut-être, c'est les pousses, les magnifiques pousses d'acteurs comme Audrey Bonnet, comme Judith Chemla, comme Pierre Ninet, comme Isabelle Adjani, comme Grégory Gadebois, qui font un court passage dans la troupe et qui partent. Et on se dit, ceux-là, on les perd. Et c'est des grands acteurs qui grandissent avec la troupe et qui, au bout d'un moment, attirés par le cinéma ou n'acceptant pas le jeu... La liberté, simplement. Oui, Audrey Bonnet, c'était la liberté. Oui, qui a refusé elle a le refusé sociétariat. Quand on lui a proposé le sociétariat. Oui. Elle s'est sentie prisonnière et elle a préféré partir ailleurs. Comme Paul Meurice, voilà. comme José Maria Flotat. Oui, ce sont des gens qui ont refusé le mariage. Ouais. À l'inverse, la Comédie Française, vous avez dit tout à l'heure, Olivier Gell, que la troupe était une famille. Et évidemment, vous l'avez dit parce que vous savez qu'on ne se déchire pas aussi bien quand on n'est pas une famille. Mais la Comédie Française a découragé des talents, Rému par exemple. Est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas été... Rému avait joué le bourgeois gentilhomme. Et le Malade imaginaire. Et quand on lit la critique, on est un peu... Comment dire, on est un peu partagé parce que une partie de cette critique est extrêmement élogieuse et une partie, j'aurais tendance à dire la critique bourgeoise, trouve que quand même il n'est pas assez distingué pour jouer le Malade imaginaire ou pour jouer... Vous évidemment, vous n'avez pas vu Rému sur scène, non. Mais vous avez vous avez entendu peut-être des échos de ce passage, ou bien est-ce qu'on jette un voile pudique sur cet échec? Oui, on ne l'a jamais évoqué devant moi, en tout cas, quand j'étais dans la maison. Non. Pour moi, c'est tout le problème. Rému était reconnu, mais c'est tout le problème de faire entrer une star. Il ne doit pas y avoir de star à la Comédie Française. C'est comme si on faisait entrer Depardieu, Jean Gabin, Belmondo ou Delon. C'est difficile, c'est délicat, parce que c'est une famille et chacun doit... C'est un phalanstère et chacun doit rester à sa place. C'est la troupe, la vedette, comme on dit, ça ne doit pas être un acteur. Et faire entrer une star, c'est toujours compliqué. De grands acteurs, qui ne sont pas forcément des stars et qui sont entrés récemment, on pourrait vous le dire. C'est toujours difficile d'être accepté quand on est un acteur connu. On peut citer l'exemple aussi de Laurent Lafitte, oui, qui était une star au cinéma, mais qui a quitté la troupe parce que, au bout de 12 ans, il n'était toujours pas nommé sociétaire. Alors précisément, il n'est pas nommé sociétaire. C'est une raison bien humaine de jalousie à l'égard de sa carrière cinématographique, ou bien il y a des raisons internes où ça n'est pas un caractère qui s'est fondu dans la troupe en 12 ans quand même. Il y a quelque chose qu'on peut dire sans être indiscret et sans jeter le discrédit sur un comédien. Je pense qu'il n'a pas... c'est peut-être une opinion personnelle, mais je crois que c'était aussi un peu ce que ressentaient ses camarades. Il n'a pas au théâtre le même impact qu'au cinéma. Je pense que voilà. Et il a joué Cyrano, et son Cyrano n'a pas incité le comité d'administration à le nommer sociétaire sur Cyrano. Alors ça, est-ce que ça n'est pas très... Allez, disons le mot, très injuste. J'allais dire très dur, mais très injuste. Parce que j'ai vu ce Cyrano, et là, pour le coup, je peux parler sous mon bonnet. La mise en scène était à proprement parler imbécile. Les décors pitoyables. Je pense que comme beaucoup de gens qui aiment le théâtre,
si on me donnait un coup de pied dans le derrière par Cyrano, par mise en scène de Cyrano que j'ai vu, je serais assis sur la Lune. Il y en a qui m'ont enchanté, d'autres qui m'ont intrigué, mais aucune ne m'a révulsé comme celle-là, quoi. Vraiment la bêtise, la manière, comment dirais-je, tout à fait scolaire d'essayer de rattraper la mode par la queue en faisant jouer les rôles de femmes par des hommes, barbus de préférence, etc. Enfin, tout ça était absolument de la petite monnaie de la démagogie. Alors le pauvre, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, c'est l'occasion de raconter comment ça se passe quand on accepte un rôle, parce que est-ce qu'il connaissait ce metteur en scène et qu'il avait envie de travailler avec lui, ou est-ce que le metteur en scène vient vous voir à Liette après avoir vu l'administrateur et dit bon, alors à qui vous pensez, parce que vous avez été quand même le bureau par lequel infiniment de questions ont été posées, n'ont pas toutes été réglées devant vous, mais bon. Mais là, en l'occurrence, je n'y étais pas, donc je ne sais pas. Mais ce que je sais en revanche, c'est que il avait été question, c'est au moment du Covid, d'une reprise de Cyrano. La mise en scène précédente était de Denis Podalides. Dans la mise en scène de Denis Podalides. Le cher Michel Villermoz. Et c'était Laurent Lafitte qui devait reprendre le rôle. Donc, quand Éric Ruff a décidé de confier une nouvelle mise en scène à Emmanuel Domat, j'imagine qu'il a dû lui dire j'avais promis le rôle à Laurent Lafitte. J'imagine, je ne sais pas, je n'y étais pas. Donc, voilà. Mais ce que vous dites aussi, c'est que il a été là 12 ans. Donc, si pendant 12 ans, il n'a pas été proposé au sociétariat, c'est que le comité n'a jamais été suffisamment convaincu. C'est tout. Je crois que il n'y a pas d'histoire secrète ou cachée. Hein. Et évidemment, ça n'est pas de chance qu'il se soit trouvé dans cette mise en scène. Ça. Oui, ça a été le coup du lapin. Oui. Enfin, c'est certain. Mais ils ont, pour répondre à votre question, Emmanuel Domat et Laurent Lafitte ont un parcours, un long parcours ensemble. Ils se connaissent très bien. Parce qu'il avait monté un Marivaux avec Laurent, le prince travesti, et il a monté le Don Juan. Et aussi au studio, Candide. Le Candide. Ils se connaissent très bien. Ils se connaissaient très bien, donc c'était un parcours. Ils sont en confiance. Voilà, ils étaient en confiance l'un et l'autre. Emmanuel Domat a fait de très belles mises en scène à la Comédie Française. Celle-ci a été moins acceptée, moins comprise. Je vois que vous avez, à la fréquentation d'Aliette, vous avez appris ce qu'est une litote. Juste un mot pour finir cet épisode, mais vous venez de parler du studio théâtre et aussi, on n'a pas encore évoqué le Vieux Colombier. On n'a pas dit que la Comédie Française, ce sont 3 salles. La salle Richelieu, dans laquelle on ne peut pas jouer n'importe quoi, il faut jouer des pièces qui sont entrées au répertoire, et donc le comité de lecture a reconnu comme tel. Le studio théâtre, petite salle de 120 à peu près places, et puis 140 places, et puis le Vieux Colombier, c'est quoi, 400-500 places 300 places, qui est l'ancien théâtre de Copeau, un ancien cinéma paroissial, l'ancien théâtre de Copeau, qui est dans ces 2 théâtres, on peut faire, j'allais dire n'importe quoi, non, mais on peut faire ce qu'on veut. On n'a pas les règles de l'entrée. L'administrateur peut programmer ce qu'il veut. Voilà. Et il y multiplie, ces dernières années, il y multiplie les spectacles et les expériences. Absolument. Je sens qu'au ton où vous dites expérience, il y a quelque chose qui fait que l'expérience peut ou a pu, sous votre regard, ne pas être tout à fait concluante. La salle du studio, enfin le studio théâtre est un peu menacé. Il est périodiquement menacé d'être fermé. Et le Vieux Colombier, c'est plus un poids qu'autre chose. C'est pas une salle très très commode pour jouer. Il y a pratiquement pas de coulisses. Il y a pas de. Non, la salle est pas bonne du tout. Ouais, c'est un couloir. En fait. Exactement. C'était un cinéma. Voilà, c'est fait pour être un cinéma et pas pour être un cinéma ou un cabaret. Ça a été aussi un cabaret. C'est un long couloir. C'est pas la salle idéale. Mais là, on peut peut-être évoquer ce besoin de salles de la Comédie Française. Elle n'a plus que 3 salles, d'ailleurs. Elle a 3 salles, mais au-delà de ça, la 4e salle, ce sont les tournées. Les tournées, les diffusions
dont je m'occupais. C'est important. Actuellement, Benjamin Laverne et ses camarades jouent Scapin à Shanghai, Pékin et Shenzhen en Chine. Denis Podalides et Loïc Corbery jouent, et Éric Genovese joue Écube, pas Écube, dans une tournée européenne, dans les pays baltes, en Europe. Et puis après en France, avant de le reprendre à la Salle Richelieu, de le présenter à la Salle Richelieu, puisque ça a été créé au dernier Festival d'Avignon. Donc ça, c'est important, ce besoin de salles. Et c'est vrai qu'Éric Ruve, un des grands projets d'Éric Ruve, quand il a été nommé administrateur de la Comédie Française, c'était de rassembler ces salles extérieures de la Comédie Française dans un même endroit. Et il a fait un grand projet avec la Cité du Théâtre, qui était du côté du boulevard Berthier, là où il y a l'Odéon. Là où il y a l'Odéon actuellement, c'était les grands espaces à l'époque des ateliers de décor de l'opéra comique, et pas loin de la Comédie Française aussi. Et il a voulu les transformer. C'était des bâtiments Eiffel, construits par la société Eiffel. Et il a voulu les transformer en faisant 4 salles de théâtre, 2 pour l'Odéon, 2 pour la Comédie Française, plus grandes, modulables, et intégrer aussi le conservatoire qui est très à l'étroit dans le 9e arrondissement. Le projet a été lancé, il y a même eu un GIE, enfin les architectes avaient, le projet architectural avait été décidé, et puis il a été arrêté dans les difficultés financières de l'État. Le chef de l'État et le ministre de la Culture ont arrêté ce projet. Et il ne sera pas repris. Et je ne pense qu'il ne sera pas repris. Ce qui fait que le problème reste entier. Le problème reste entier, mais à l'époque de Pierre Dux, et même avant, la Comédie Française avait l'Odéon. Ce qui permettait d'avoir 2 salles. Économiquement, c'est important, parce qu'il y a le confort des spectateurs et des acteurs, bien évidemment, mais aujourd'hui, les recettes sont très importantes par rapport à la dégradation de la subvention de l'État. La recette de billetterie et recette de mécénat. Quand je suis entré à la Comédie Française, près de 30% de la subvention était réservée à l'artistique, à la production, à la création. Aujourd'hui, il n'y a plus. La subvention ne suffit pas à couvrir la masse salariale. La masse salariale a, depuis une dizaine d'années, dépassé la subvention. Donc ça, c'est valable pour tous les théâtres nationaux, de l'opéra à la Comédie Française, en passant par Strasbourg, l'Odéon, Chaillot, et c'est vraiment problématique. Donc il faut trouver des espaces avec une jauge, c'est-à-dire une capacité de fauteuils dans la salle importante. Et les tournées remplacent ces salles remplacent. Alors, les tournées ne peuvent pas remplacer, mais les tournées, effectivement, peuvent abonder sur les bénéfices. Parce que quand on fait une tournée, le spectacle est acheté. C'est-à-dire, même s'il y a 0 spectateur, on sait ce qui n'est pas encore arrivé à notre connaissance. Il y a même eu des endroits extraordinaires où la Comédie Française s'est produite. Je pense à la Grèce, mais vous en parlerez peut-être tout à l'heure. Mais donc, aujourd'hui, la situation de la Comédie Française est de dépendre plus que jamais des recettes de mécénat et des recettes de billets. Je vous propose que nous retrouvions la semaine prochaine pour aborder plusieurs autres thèmes, et notamment, j'aimerais commencer par vous demander de nous parler du public et de la manière dont, en 50 ans, vous avez vu le public évoluer socialement, mais aussi dans son comportement et dans son goût pour tel ou tel répertoire. Donc, Aliette Martin, Olivier Giel, à la semaine prochaine.